Bonjour tout le monde, si vous nous Bonjour à entendez. tous, oui. Je vais peut-être en profiter pour glisser un mot sur l'UPJB. Comme c'est l'UPJB qui vous reçoit ce soir, ben voilà, pour vous encourager, n'hésitez pas à vous abonner, soit sur Facebook, soit à aller voir notre site internet, vous abonner à la newsletter et pourquoi pas vous faire membre. Voilà, donc vous nous retrouvez sur upjb.be, c'est notre adresse. Et, et voilà, on est ravis de retrouver Sabine ce soir, de la recevoir. Je vais peut-être Oui, commencer. bonjour tout le monde. Donc Sabine, on est ravis de te voir. Je vais dire juste un mot sur qui tu es. Tu es Sabine Rigolem, tu as reçu une formation en histoire et tu es journaliste. Et tu viens ce soir pour nous présenter le livre de ton papa, Fulek Ringelheim, de ton père, qui s'appelle Boule de juif. Et on expliquera peut-être un peu plus tard pourquoi ce titre, Boule de juif. Mais je voudrais d'abord dire un mot de Fulek, raconter un tout petit peu sa vie, après le livre qui ne retrace que son enfance. Et donc Fulek Ringelheim est né à Ougré en 1938, donc dans la province de Liège. Il a étudié le droit à Liège et il a ensuite fait une licence en criminologie à l'université de Bruxelles. Il a été avocat jusqu'en 1977 et il a ensuite rejoint la magistrature. Dans les années 70, il avait cofondé la revue Pro Justicia. On va voir plus tard pourquoi c'est important. Et il a écrit plusieurs essais, dont Amour sacré de la justice en 1998. Mais Fulek était aussi un romancier et il a écrit Le juge Goth et aussi La seconde vie d'Abraham Potts, qui fait partie de mes romans préférés et qui a reçu, lui, le prix des lycéens. Donc ça, c'est dans les grandes lignes la vie de Fulek Ringelheim et il est le papa de 3 charmants enfants dont nous avons un ce soir présent. Pour ce qui est de Boule de juif, donc c'est un livre qui retrace l'enfance de Fulek Ringelheim et qui s'arrête vraiment au début de l'adolescence, qui ne va pas plus loin que ça. Est-ce que c'était un projet qu'il avait depuis longtemps? Est-ce que tu peux nous retracer la genèse de ce projet et le pourquoi aussi de ce projet? Bonjour Judith et Bonjour bonjour Sabine. tout le monde et merci pour cette invitation et pour encore une fois cette occasion de parler du livre de Fulek dont on parle avec beaucoup de plaisir, ce qui est aussi un exercice difficile. Je préfère toujours le dire parce qu'après tout, parler pour un auteur et en plus qui n'est plus là pour nous corriger, c'est un exercice particulier et qui est aussi très émouvant. Mais donc, pour répondre à ta question, Judith, c'est un travail littéraire qu'il a occupé effectivement très longtemps. Il a, comme tu l'as dit, il avait déjà écrit plusieurs essais, il avait écrit 2 romans, mais c'est la première fois qu'il se plongeait vraiment sur sa vie et en particulier sur son enfance. Et ça faisait un certain temps qu'il avait envie d'essayer de comprendre à la fois l'homme qu'il était devenu et de comprendre aussi ce qu'il avait vécu dans son enfance. Et en particulier, et je suppose qu'on aura l'occasion de développer certains de ces sujets, de ces thématiques, mais en particulier son lien avec sa mère, qui est un lien très, très chargé, très complexe, son lien aussi avec le judaïsme, ou plutôt la judéité, puisqu'il faisait une différence entre les deux, et là aussi, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis aussi son lien avec Israël. Et il a travaillé sur ce texte pendant quasiment 10 ans. Il faut dire aussi que mon père était quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, d'extrêmement précis sur les termes qu'il utilisait, sur les formules qu'il écrivait. Et il pouvait passer des journées sur une phrase et parfois des heures sur un seul mot pour être sûr qu'il avait trouvé le bon mot. Il était très attaché à ça. Donc, ce texte-là, qui était le texte évidemment le plus personnel qu'il ait écrit, lui a pris beaucoup de temps pour ces raisons-là, mais aussi parce qu'il s'explorait intérieurement, mais aussi parce qu'il passait beaucoup de temps dans son travail littéraire. Puis par ailleurs, il avait d'autres activités que l'écriture, donc tout ça prenait du temps. Et j'aurais aimé savoir aussi, donc c'est un texte, il faut le dire, qui a été publié après son décès.
Et j'aurais aimé savoir, est-ce que c'est un texte qui était complet? Est-ce que ça demandait un lourd travail d'édition? Est-ce que le texte était déjà là, tout prêt pour vous? Et qu'est-ce que ça représentait aussi de le faire imprimer? Ça, ça a été notre chance, c'est que effectivement le texte était fini. On l'avait d'ailleurs déjà tous lu en partie. En tout cas, on avait lu les premières épreuves, on en avait discuté avec lui, on avait eu l'occasion d'en parler, et on savait très bien que le texte était terminé. Ce qui nous a permis, du coup, parce que lui n'a pas eu le temps d'enclencher et d'entamer tout le processus de l'édition, ce qui nous a permis à nous de nous pencher là-dessus, de faire ce travail depuis le début, c'est-à-dire de trouver une maison d'édition. Et on est très content d'avoir travaillé avec la Maison Genèse qui a répondu assez vite. Et puis, c'est vrai que le travail d'édition de livres, nous, ce n'était pas du tout notre domaine. Mon père, évidemment, avait déjà l'habitude de ça, mais pas nous. Et donc, on a découvert là ce que c'était d'éditer un livre. Et effectivement, de publier un livre, c'est un processus qui est assez exigeant. Ça demande effectivement des relectures d'épreuves, beaucoup de contacts avec la maison d'édition et des discussions sur des tas d'aspects, évidemment, auxquels, évidemment, dont on n'avait pas l'habitude, en tout cas avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler. Mais voilà, c'était un très beau projet familial aussi. Et c'était une grande, enfin, j'allais dire chance, mais enfin, en tout cas, ça a été un très beau projet, en fait, qu'on a été content de mener. On aurait évidemment préféré qu'il puisse le mener lui-même et qu'il puisse, lui, aujourd'hui, d'abord voir la très bonne réception du livre et puis voilà, et puis le faire vivre. Alors, Fouleg, moi, je l'ai un peu connu, j'ai eu la chance de le rencontrer et je dirais qu'il était lui-même une sorte de personnage de roman. Enfin, c'est comme ça qu'il nous apparaissait. Et donc, ce texte, Boule de Juif, je ne savais pas très bien comment l'appeler. Je dis, le texte, ce sont des mémoires, il y a des affaires tout à fait rocambolesques, dont l'anecdote qui donne son titre au livre. Je ne sais pas si tu veux nous dire un mot de Boule de Juif. Alors oui, Pourquoi Boule évidemment. de Juif? Voilà, pourquoi Boule de Juif? C'est un titre qui dit, je crois, à la fois son amour de la littérature, puisqu'il fait référence à une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Boule de Suif, et en même temps son rapport à la judéité et au judaïsme, qui a été un rapport assez tourmenté, qui a commencé d'ailleurs par le fait qu'il est né en 38 et que donc, je suppose que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez savez ce que c'est que de naître juif en 1938, c'est pas quelque chose d'anodin. Et il raconte que déjà assez tôt, il avait comme une espèce d'obsession qui était née d'une forme de peur du rejet, de peur de l'exclusion, du report du regard des autres sur son judaïsme. Et donc, il raconte qu'il s'était mis à devenir un peu obsessionnel du mot juif. Il en voyait partout et donc il a 13 ans, il traîne dans les travées de la bibliothèque publique de son quartier parce il y allait beaucoup, il aimait beaucoup lire, il aimait beaucoup la littérature et donc il était souvent à la bibliothèque et il est tout d'un coup euh, surpris par ce titre qu'il voit sur la tranche du livre, Boule de Juif, et il commence déjà par être scandalisé, il s'apprête à prendre le livre et aller demander des explications à la personne qui se trouve au comptoir de près. Et puis finalement, il se rend compte que ce n'est pas boule de juif, mais boule de suif. Et troisième élément qu'il est important d'ajouter par rapport à ce titre, c'est qu'il dit aussi le lien qu'il a pu avoir avec certains des personnages littéraires qui l'ont marqué. Et en particulier, il voyait, c'est ce qu'il explique par rapport à cette nouvelle de Maupassant, qui raconte donc l'histoire d'une diligence qui traverse la France en 1870 en pleine guerre franco-prussienne et à côté des bourgeois qui se trouvent dans la diligence et des couples de bourgeois, il y a une prostituée qui s'appelle Boule de Suif, à laquelle on donne le nom de Boule de Suif, et, et qui subit toute l'opprobre et le regard méprisant de ces bourgeois. Et il explique qu'il a vu, lui, dans cette expérience de l'humiliation, une analogie avec sa propre expérience comme juif.
Oui, du coup, à partir de ce moment-là, il va le porter comme une sorte de blason. Il dit, c'est moi, boule de juif en fait, c'est moi. C'est vrai qu'il y a quelque chose presque comme une forme de comme s'il se créait, comme s'il se projetait, puis comme s'il se créait un petit peu dans les livres qu'il lit des camarades de combat, Mhm. d'une certaine manière. Tu as évoqué la naissance de Foulek. Donc, le livre, dès le début, on commence avant la naissance de Foulek. On évoque son père, on évoque sa mère. Pour ce qui est des origines de Foulek, elles sont extrêmement modestes, comme beaucoup de gens dans la maison. À l'UPJB, le père de Foulek, c'est un homme qui a fui la pauvreté et l'antisémitisme, qui arrive d'abord à Bruxelles, et puis qui va à Liège, et là, il trouve du travail. Et ça, c'est le début de l'histoire, en fait, c'est la naissance de sa famille, sa naissance à lui. Et donc, ce personnage un peu héroïque, fantomatique, finalement, il démarre le roman, mais Foulek, finalement, après la guerre, il convient qu'il n'en a pas grand souvenir. Donc il y a ces deux personnages essentiels, le père et la mère, tous les deux comme des personnages de roman, mais des personnes réelles. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de cette ascendance-là, de ce grand-père-là, et aussi comme il a disparu pendant la guerre, je me demandais aussi si retracer son parcours avait demandé à Follek Ringelheim une sorte de recherche historique en réalité. Oui, donc il a très peu connu son père, puisque son père a été déporté, qui n'a jamais revu déportation, et lui-même ayant été caché, enfin, la déportation finalement et le fait qu'il ait été caché dans un orphelinat catholique finalement sont plus ou moins concomitants. Mais donc il a connu son père pendant 4 ans, hein, jusqu'à l'âge de 4 ans, et puis après, finalement, il ne l'a connu que comme une espèce de figure dont il n'avait pas de souvenir, si ce n'est où ces souvenirs se sont construits sur base des bribes de récits qu'en faisaient les membres de sa famille, à commencer par sa mère, dont il explique d'ailleurs dans une des pages du livre que de temps en temps, il la surprenait à parler à voix basse aux photos de son père qui se trouvait toujours sur la cheminée. Donc voilà, c'est un père avec lequel il grandit, mais de manière très lointaine, parce que malgré tout, même s'il n'est pas là, il y a tout ce qui reste, c'est-à-dire les allers-retours de sa mère à la gare en attendant en espérant son retour, puisqu'en fait, avant d'être déclaré mort, il a été pendant un certain temps, pendant plusieurs années, disparu. Et donc, il a dû se construire une image paternelle comme ça. Alors, en fait, c'est finalement beaucoup plus tard parce que c'est déjà adulte et même à un certain âge qu'il a décidé d'entreprendre des recherches pour essayer de savoir ce qui était arrivé à son père. Il est possible que pendant un certain temps, en fait, il ait peut-être refoulé cette partie de sa vie. En tout cas, il a fait ses recherches assez tard et puis il a effectivement pu, comme ça, par regroupement, il a aussi découvert par une association, l'association d'Anne Camier, quel avait été le parcours de son père. En l'occurrence, donc, il avait été effectivement arrêté en 1942. Il a été se présenter comme demandé. Il avait été appelé par le service du travail obligatoire pour travailler avec l'organisation allemande, l'organisation TOC, qui était une organisation nazie du Troisième Reich, pour construire le mur de l'Atlantique. Et puis de là, très vraisemblablement, il a été déporté à Auschwitz. Et il est mort, semble-t-il, pendant une marche de la mort. Quelque part, dit-il dans son livre, entre Weimar et Buchenwald. Et là aussi, il raconte, et c'est une page, et c'est un récit et une page de son livre qui est, je trouve, très dure, très poignante. Et il raconte la mort de son père telle qu'il se l'imagine dans la neige, lors d'une de ces marches de la mort, voilà, à cet endroit. Et, et donc, oui, après, c'est vrai qu'il a fait des recherches finalement assez poussées finalement sur les Juifs de Liège pour savoir ce qui s'était passé exactement, en fait, où les Juifs qui ont été déportés, enfin, quels avaient été leurs parcours, quoi.
C'est un moment dans le livre qui est absolument poignant et je dirais que ça le distingue des autres, c'est-à-dire que c'est un roman qui est bouleversant de bout en bout, mais dans lequel l'humour est absolument omniprésent et c'est quelque chose d'extraordinaire en fait, cette façon qu'il a d'évoquer absolument les pires choses qu'on puisse raconter, mais toujours avec cette distance, cet humour juif évidemment. Et je me demandais si on pouvait venir à ce passage, donc c'est donc il y a le père de Foulet qui vient, qui émigre en Belgique, et puis on lui recommande une femme qui s'appelle Fradla. On dit elle est formidable, c'est la meilleure pour toi, et elle va venir de Pologne, elle va l'épouser. Pour lui, ce mariage est une réussite, et on va revenir sur ce personnage de la mère qui n'est pas sans évoquer la mère de Romain Gary, par exemple, vraiment un personnage roman. Et alors, il y a l'épisode de la naissance de Foulet, qui est un moment, donc il naît en 1938, qui est évidemment, comme tu le disais, pas le bon moment de naître pour un enfant juif. Et donc, il fait de cette naissance un épisode absolument rocambolesque et surréaliste. Est-ce que ça te dirait de nous lire un extrait de cette naissance? Allez, je vais essayer de faire ça correctement. Je suis née à mon corps défendant. Une telle platitude, servie en guise d'incipit, n'est pas de nature à encourager le lecteur à poursuivre sa lecture. Je persiste. À mon corps défendant. Mon corps s'est en effet violemment rebiffé contre son expulsion du ventre de ma mère. Il s'est battu contre sa mise au monde. Je refusais de naître. Ma mère m'a 100 fois raconté cet étrange combat où elle crut mourir et où je faillis m'étouffer dans l'œuf. Je pensais que, comme à son habitude, elle dramatisait l'événement à seule fin de me culpabiliser. 25 ans après, dans une réception, on me présenta la sage-femme qui vint à bout de ma résistance et réussit à délivrer ma mère. Une grande matrone de 72 ans aux cheveux blancs, vigoureuse et joviale. Elle se rappelait parfaitement mon cas et me dit sa joie de me voir en vie et en forme. Elle confirma les dires de ma mère. Vous pouvez vous targuer, me dit-elle, d'avoir été le bébé le plus compliqué, le plus étrange de toute ma carrière. Vous ne vouliez pas sortir, c'était proprement suicidaire. J'ai appelé ça, dans une communication à un colloque de gynécologie, le syndrome de Hamlet. Le syndrome de Hamlet in utero. J'en suis assez fière d'ailleurs. Vous ne voyez pas, non? Elle approcha son visage du mien et me souffla. Vous étiez en proie à un fameux dilemme. To be born or not to be born. Naître ou ne pas naître. On aurait dit, m'expliquait la sage-femme, que la pulsion de vie était annihilée en vous par la pulsion de mort, comme si vous vouliez mourir avant que d'être né. Je me demande encore si vous ne me faisiez pas déjà une crise d'angoisse préexistentielle provoquée par l'âme tourmentée de votre maman. Nous savons aujourd'hui que le fœtus est doué d'une réceptivité étonnante. Il est sensible aux variations d'humeur de la mère, aux vociférations du père, tel peut se montrer sensible à la musique de Bach, tel autre au jazz. On ne savait pas ces choses-là à l'époque. Elle but une coupe de champagne avant de poursuivre. Votre mère, malgré une énergie incroyable, était à bout de souffle. J'étais moi-même épuisée. Alors j'ai empoigné mes forceps. À cet instant, une poussée irrésistible provoqua mon expulsion. Oui, c'est un moment extraordinaire, symbolique en fait, de cet enfant qui ne veut pas arriver, qui ne veut pas venir au monde. Je pense aussi que dans ce genre de passage-là, d'abord il s'amuse, et c'est ce qu'il aimait faire en littérature, mais pas seulement, mais c'est ce qui lui plaisait aussi dans les lettres, c'est de pouvoir s'amuser. Et puisque tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais, il y a des éléments qui sont effectivement très conformes et très fidèles à la réalité. Il y en a qui le sont peut-être un peu moins. Et de fait, il avait envie d'appeler ce récit fiction autobiographique. Et je pense que dans les petites citations qu'il a mis en épigraphe, il y en a une de Mylène Kundera qui explique bien ça, c'est que pour remplir les trous, finalement, on raconte un petit peu les choses autrement, quoi. On les raconte de manière à rendre le souvenir intelligible. J'essaie de retrouver la phrase. Et je pense que c'est ça qu'il a fait. Il y avait beaucoup de trous, on l'évoquait notamment avec le cas de son père. Et sa naissance, évidemment, il n'a pas pu y assister. Et sa mère ne lui a certainement pas raconté, pas comme ça en tout cas.
Et donc, c'est une manière assez symbolique d'expliquer, oui, une venue au monde en 1938, en y mettant tout le sel, l'humour un peu ironique qu'il aimait pratiquer. Alors, tu l'évoques, puisque c'est sa naissance, il y a évidemment la présence de la mère, qui est un personnage extraordinaire, la mère juive prototypique, vraiment, qui n'est pas, sans me rappeler ma propre grand-mère. Et cette femme d'un courage extraordinaire ne parle en réalité au départ que le yiddish. Et elle est là à Liège, donc il vit à Saint-Gilles, à Liège. Et elle est, après le départ de son mari, après la convocation de son mari, elle est condamnée à se débrouiller avec ses 2 enfants. Et voilà, ce qu'elle fait, elle va faire, voilà, comme c'était le cas pour énormément d'enfants à l'époque, elle va les déposer au départ. Elle envoie Foulek à Bertry, où il se retrouve, là on sent un des premiers vrais moments de bonheur en fait dans le livre. Il est à Bertry, il est au soleil, dans une ferme, chez des paysans, il mange à sa faim, parce qu'il faut dire aussi le contexte de ces personnes qui avaient migré, c'était un contexte de grande pauvreté en fait. Et là, non, il s'épanouit au soleil. Et puis finalement, sa maman décide qu'elle a envie de le voir, que c'est trop dur pour elle, lui et son frère. Donc, elle décide de les placer au même endroit. Son frère était déjà dans un orphelinat catholique, l'orphelinat Saint-Joseph. Et donc, elle décide de prendre le petit Foulek et de l'amener là-bas. Et il y a là des moments, ça c'est un moment extraordinaire aussi, parce qu'il est caché dans cet orphelinat catholique, ça se passe tout de même pas extrêmement bien, il subit toutes sortes d'humiliations. Et là, l'humour est vraiment omniprésent, non seulement dans la façon dont Foulek le raconte, mais aussi comment il parvient à se faire des camarades finalement. Lui qui est, voilà, dont on voit qu'il est un peu différent, et en faisant le comique, si je peux dire, il parvient à se faire des amis. Et un moment qui est à la fois drôle et poignant, où la maman, c'est aussi schizophrénie des enfants cachés, c'est-à-dire qu'on les dépose, on dit tu dois rester fidèle à ta culture, à ta religion, et à la fois tu dois apprendre le mensonge, tu dois apprendre à dissimuler. Si tu veux bien, je voudrais lire un petit passage sur ce moment où la maman de Foulek le dépose à l'orphelinat Saint-Joseph. Ma mère nous fit ses adieux dans un parloir où on nous laissa seuls. Elle m'implora en yiddish d'obéir à monsieur le curé, de ne révéler à personne que nous étions juifs, sinon nous serions tous les 3 arrêtés et déportés. Puis elle nous fit jurer, mon frère et moi, de ne jamais oublier que nous étions des juifs et de rester juifs quoi qu'il arrive. Je promis en yiddish de ne jamais oublier ce que je venais de promettre au curé d'oublier. C'est-à-dire que Foulek vient de promettre au curé d'oublier qu'il était juif. Il y avait évidemment, en dehors d'une mission de sauvetage, il y avait une mission un peu prosélyte aussi de la part de ces institutions catholiques quand ils recueillaient des enfants juifs. Est-ce que ces événements, cette vie d'enfant caché, que moi j'ai trouvé était d'une précision. Moi j'ai des souvenirs que mon père, enfin les souvenirs de mon père, c'était des souvenirs d'enfant, donc vraiment des souvenirs minuscules. Et vraiment le travail que fait Foulek dans sa description de sa vie d'enfant caché, c'est de nous mettre au sein de cette situation, mais c'est tout bonnement extraordinaire, et de nous y mettre, mais aussi de nous faire prendre une distance via l'humour. Et je me demandais si toi ou tes frères et sœurs, vous aviez déjà connaissance de toutes ces anecdotes, si vous les connaissiez déjà toutes en fait. On en connaissait déjà pas mal parce qu'il nous en a beaucoup parlé en fait, sur ce même ton, avec cet humour, avec cette distance, mais il nous en avait beaucoup parlé. Alors évidemment pas de tout, et puis là, c'est mis en récit avec une dimension aussi plus large, avec une réflexion aussi plus large sur ce passage à l'orphelinat et sur cet épisode, cette expérience d'enfant caché. Il nous racontait aussi beaucoup d'anecdotes, mais là, effectivement, elles prennent sans doute un sens différent encore, racontées comme ça. Mais oui, il nous avait quand même raconté pas mal de choses. Et c'est vrai que, bah, évidemment, c'est un épisode qui l'a bien sûr beaucoup marqué. C'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de place. Enfin, pourquoi c'était aussi important pour lui de revenir là-dessus dans un livre comme ça. Je pense que, et là, je répète un peu ce que je disais au début, mais
il a fait un travail d'introspection assez long, en fait, pour essayer de comprendre ce que ces différents épisodes, comme celui de l'orphelinat, évidemment, lui avait transmis, comment ça avait fait l'homme qu'il est devenu. Et donc oui, il y a surtout aussi, au-delà de toutes ces anecdotes, tu le disais, il y a cette espèce d'humiliation permanente que subissaient les enfants en général, aussi dans les orphelinats, mais qui là a une dimension en plus en ce qui le concerne, puisque il est face en tout cas à certaines sœurs qui sont très clairement antisémites, et aussi aux remarques antisémites des enfants. Tu le disais, en fait, l'humour a été une arme très tôt pour lui. C'est quelque chose qu'il a compris de manière quasiment naturelle, mais donc l'humour a été une arme à la fois pour se faire accepter des enfants qui le rejetaient, et plus largement, je pense, pour pouvoir surmonter le traumatisme qu'il a subi, pour pouvoir surmonter cette tragédie et pouvoir en parler, quoi. Mais donc, oui, ce qu'il raconte aussi sur l'orphelinat, et qui est quand même assez incroyable, c'est que donc sa mère, effectivement, lui dit surtout, n'oublie pas que tu es juif, mais le curé vient de lui dire, surtout, en tout cas maintenant, tu n'es plus juif. Donc déjà, bon, première injonction paradoxale, et du coup, il essaye de composer, et puis il se jette finalement vraiment dans l'adoration de la Vierge et de Jésus, et il espère pouvoir recevoir l'hostie, faire sa communion, et en fait, le curé ne veut pas, mais sans doute par respect pour sa mère, évidemment, et ça, il le vit très mal. Et c'est d'ailleurs une des explications, en tout cas, qu'il donne à son athéisme, c'est que lui, il a voulu justement être accueilli par Dieu, par le Dieu des catholiques, par le Dieu des chrétiens, mais en fait, c'est Dieu qui l'a rejeté, et c'est une des raisons pour lesquelles il se dit, si c'est comme ça, alors moi aussi, je rejette la religion. Oui, enfin, il le décrit comme un élément déterminant, parce que évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'après la guerre, sa maman le récupère, son père malheureusement est décédé, mais sa mère le récupère et elle va comment est-ce qu'il dit ça? Donc il dit qu'il est converti au catholicisme par nécessité, et il est reconverti d'autorité par sa mère qui va l'emmener à la synagogue, ils vont jeûner, ils vont, voilà, vraiment elle reprend le judaïsme, parce qu'il s'agit là bien de judaïsme. C'est une femme qui est très pratiquante, en fait, et qui a un judaïsme qui lui vient directement de Pologne, qui est très traditionnel. Qu'est-ce qu'il en est resté? Parce qu'on va y venir, mais pour Foulek, finalement, judaïsme, judéité, la religion et le fait d'être juif, pour Foulek et pour beaucoup de gens, c'est deux choses différentes. Est-ce que dans sa vie quotidienne, c'était quand même quelqu'un qui était marqué par les rituels, qui avait ce désir d'observer certains rituels ou... Alors oui, non, justement par rapport au judaïsme, qui est effectivement une question assez chargée et assez complexe en ce qui le concerne, il fait, comme tu le dis, une différence très claire entre, d'une part, la judéité, qui est l'identité juive, finalement, l'être juif, l'âme juive, et le judaïsme, qui est plutôt l'attachement, effectivement, aux rituels, aux traditions, à la culture juive. Sa mère, c'est pas si clair si elle était si pratiquante que ça. Elle pratique effectivement certains rituels. Elle va à la synagogue, mais je pense aussi parce qu'à l'époque, c'était finalement ce qui restait. C'était ce qui permettait le lien communautaire aussi, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais effectivement, il en parle, mais il le décrit quand même comme un judaïsme viscéral, linguistique, mais linguistique parce qu'elle parlait yiddish, culinaire, parce qu'il a aussi des souvenirs, et ça, il nous en a beaucoup parlé, des souvenirs de cuisine juive, ashkénaze, polonaise, assez douloureux, et occasionnellement, dit-il, liturgique. Donc, c'était pas si clair que ça. Mais en tout cas, lui, effectivement, il se décrivait comme c'est une expression qu'il utilise dans le livre et que je trouve une très belle expression, comme un juif non qualifié, à la manière des ouvriers non qualifiés. C'est-à-dire qu'il estimait qu'il avait justement, et il le regrette, mais qu'il n'a pas acquis cette culture juive, la connaissance des textes, la connaissance des traditions, des rituels. Bon, je nuancerais personnellement en disant qu'il avait une telle curiosité et une telle
une telle soif de connaissances qu'il avait quand même, malgré tout, lu évidemment des choses là-dessus. Et puis, il y avait quand même aussi toute la culture juive, la culture yiddish aussi, la littérature yiddish qui l'a beaucoup intéressé. Il avait beaucoup de livres. Donc, je dirais que c'est assez partagé. Il a d'ailleurs tenu à certains rituels aussi. Hein. La bar mitzvah, par exemple, c'est quelque chose d'important pour lui, sans doute parce que lui-même l'avait vécu, parce que sa mère le lui avait imposé. Mais c'est vrai qu'il a un rapport complexe au judaïsme, et cette complexité est également nourrie du fait que c'est quelque chose qui lui a été imposé de manière très dure, enfin, de manière très forte, disons-le comme ça, parce que sa mère lui a vraiment a été très, comment dire, je vais reformuler autrement, mais c'était pour elle absolument essentiel. Lui transmettre ce judaïsme était quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être lourd à porter aussi pour lui. Ça va être lourd, ça va être embarrassant. Pendant longtemps, pour lui, les Juifs, ce sont des gens très pauvres qui ne parlent pas le français, qui ne savent pas bien lire le français, qui parlent yiddish. Et il va découvrir beaucoup plus tard, à l'adolescence, mais tout ça est raconté de manière finalement à la manière d'un enfant, en fait. Hein. Il raconte vraiment comment il fait, lui, comment il traverse, il avance dans cette histoire, mais il découvrira vers 11-12 ans qu'en fait, il y a des Juifs, il y a d'autres modèles juifs qui sont très différents, comme par exemple, il raconte lors d'un voyage, il va visiter la famille qui habite à Paris, il découvre que Léon Blum est juif, et il n'en revient pas qu'un homme politique puisse être juif, Joseph Kessel, un grand aviateur, et qui est juif. Et donc, il va… Il découvre que son oncle est juif et riche, en fait. Ça, pour lui, c'est d'ailleurs son oncle ayant un petit peu, effectivement, plus d'argent qu'eux, il a tout de suite l'impression qu'il vit dans le luxe, et que effectivement ça participera en tout cas de son comment dire de l'évolution de son travail à travers ces questions-là et à travers l'identité juive. Alors donc si on suit encore le parcours de Foulek, finalement la guerre prend fin, sa mère vient le chercher, elle le rejudaïse, si on peut dire. Et puis, il va mener son enfance, une enfance vraiment partagée entre ses amis goy, comme il dit, donc ses amis non juifs, et la culture à la maison, la culture de sa mère. Et là, il nous décrit une enfance, toujours à Liège, mais qui fait un peu penser aux 400 coups de François Truffaut. Foulek, a priori, il n'est pas très assidu à l'école, il a quelques coups de foudre pour des institutrices, et il aime les livres, ça c'est vrai, il aime la littérature, mais son ambition, finalement, c'est de rentrer un jour au lycée technique. Et dans son parcours, se fait quasiment par accident l'entrée dans les études classiques, dans les études latines, en fait. Donc, il rentre dans un nouveau lycée parce que sa maman déménage. Il va dans une nouvelle école et là, on lui donne le choix entre classique et moderne. Il choisit classique et il se retrouve dans une filière finalement qui va lui donner accès à l'université, qui va lui donner accès à des études supérieures. Mais tout au long du livre, il insiste sur son amour de la lecture et notamment il parle de la pauvreté dans laquelle il lisait, mais il dit une chose qui était extraordinaire, c'est je ne manquais de rien et surtout j'avais des livres. Est-ce qu'on peut dire un mot de la relation de Foulek à la littérature en tant qu'écrivain, bien sûr, mais aussi en tant que lecteur? Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Est-ce que ça a été un facteur, est-ce que ça l'a sauvé ou est-ce que c'était un facteur, pour utiliser un mot à la mode, entre guillemets, de résilience? C'était probablement tout ça. Je pense qu'au début, c'était une manière de s'évader, véritablement, d'un milieu qui était quand même pas facile. Hein. Il explique que sa mère l'emmène à la synagogue et que les prières commencent toujours par des prières, en tout cas à Yom Kippour, par des prières aux morts, et le rabbin cite dans des espèces de longues prières les noms de Auschwitz, Treblinka. Donc il a grandi quand même dans un environnement qui était assez noir finalement, avec une espèce de culte du souvenir, des morts. Et lui,
eh bien, il va trouver dans la littérature une manière d'une part de prendre le large et puis aussi de vivre des aventures incroyables. Et c'est vraiment ce qu'il raconte. Et pour lui, la littérature, à la base, les livres, les histoires, c'était ça. C'était vivre des aventures formidables. Et d'ailleurs, il avait une imagination assez sans limite. Il nous racontait beaucoup d'histoires. Et, et sinon, ben, le livre, comme on le disait au début, c'est une manière aussi de se trouver des camarades de combat, des camarades de jeu, des manières de s'identifier à des parcours, à des personnages, à des combats, à des engagements. Et puis, il a aussi une passion pour les lettres. Tout ça, évidemment, va se dérouler petit à petit, bien sûr, hein, mais il va se découvrir véritablement une passion pour les lettres, pour l'écriture. Il relisait souvent les livres qu'il et les auteurs qu'il affectionnait, qu'il aimait, qu'il connaissait bien. D'ailleurs, il relisait beaucoup comme ça des textes qu'il avait lus et qu'il relisait vraiment pour s'imprégner de cette écriture. Je trouve que d'ailleurs, vraiment, ça se sent. On sent bien que ces textes sont très travaillés, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein. Il a publié, avant de publier des livres, il a publié des nouvelles. Et ce travail de la langue se sent aussi bien dans ces nouvelles-là que dans ses essais et dans ses romans. Donc oui, je pense que la littérature a joué un rôle très vaste dans sa vie. C'est vraiment quelque chose de très, très important pour lui, la littérature. Alors, quand on suit son parcours, il y a un moment important. On arrive en 1950, donc il va découvrir Paris. Et c'est une vraie révélation. Et il va se voir offrir par une association un mois de vacances à la mer du Nord, à Middelkerk, à la Villa Johanna. Et là, il se retrouve avec d'autres enfants juifs et sa mère est très contente, sa mère est très heureuse parce que voilà, il part en vacances, il part se mettre au vert ou plutôt Avec des juifs. au C'est bleu, pour ça mais qu'il est content. avec des juifs. Elle ne sait pas du tout que ce sont des juifs communistes. Et donc ça, Foulek le décrit très bien, comment il va embrasser cette ambiance générale de soleil, de garçons et de filles et d'engagement politique. Et donc, il dit qu'il n'est pas resté communiste longtemps, mais il y a quand même quelque chose de très important, et on le voit quand j'ai fait sa biographie au début, il y a quand même chez Foulek un engagement politique qui est présent absolument partout dans son parcours. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de ça? Oui, il a eu, sans doute que ce passage par la Villa Johanna, qui dira peut-être quelque chose à certains et certaines des personnes qui nous écoutent. Ce passage à la Villa Johanna a sans doute contribué à sa formation politique. En tout cas, elle est probablement née de ces moments-là, et puis dans la foulée après, avec d'autres rencontres, d'autres groupes. Mais effectivement, dans la foulée notamment de 68, début des années 70, il était très engagé, notamment dans un collectif d'avocats de gauche qui s'appelait le collectif des avocats, je pense, avec notamment Michel Grindorge, Anne Krivine. Et ils étaient très engagés dans le monde judiciaire, le monde des avocats, qui est un monde qui n'est pas forcément très, comment dire, à l'époque en tout cas, très militant, qui est plutôt conservateur. Et ils avaient envie de secouer un petit peu ce monde judiciaire. Ils ont notamment créé une revue, ils ont la revue Pro Justicia dont il parlait, à l'occasion de laquelle il a rencontré des penseurs, des intellectuels comme Jean-Paul Sartre et Michel Foucault, qu'il avait été interviewé à l'époque pour la revue. Et puis Michel Foucault aussi pour un livre qu'il a publié plus tard, Punir mon beau souci, qui est un livre qui était important dans la littérature sur le droit pénal, puisque mon père était donc avocat, comme tu le disais, il était avocat pénaliste, et il était là aussi très engagé en faveur d'une réforme du droit pénal. Et puis aussi, il était très engagé plus largement aussi sur les questions d'accessibilité à la justice, de démocratisation de la justice. Et
Et donc, pendant longtemps, il s'est impliqué aussi dans d'autres domaines sur les questions qui sont liées à la mémoire juive. Il s'est aussi engagé sur la question israélo-palestinienne. Il a notamment participé à des rencontres entre des Israéliens et des Palestiniens à l'époque où c'était interdit en Israël. Donc, oui, voilà, c'était quelqu'un de très engagé et il est possible que son engagement soit né de là, de ce parcours de vie et puis de ces passages par ces mouvements. Alors, je voudrais faire une remarque pour le public. On va, voilà, on va peut-être encore discuter 5-10 minutes, mais si vous voulez poser des questions à Sabine, vous pouvez vous rendre dans le petit onglet en bas qui s'appelle Q et R. Et là, vous pouvez poser vos questions par écrit et on se fera un plaisir d'y répondre. Je voulais en revenir au… Donc voilà, le livre raconte la jeunesse de Foulek et il s'arrête finalement assez tôt, avant qu'il soit devenu même un jeune adulte. Il y a peut-être là-dedans de la pudeur, mais on le lit comme, je dirais, la première saison d'une série très, très excitante. Et donc, la question que je me suis posée, je sais que je ne suis pas la seule à me l'être posée, c'est est-ce qu'une suite à cette histoire avait été prévue? À ma connaissance, non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aurait pas fait. Il aurait sûrement continué à écrire, mais il avait vraiment envie de s'intéresser à cette période-là de sa vie. Moi aussi, hein, je partage ta frustration, si c'est une frustration. Moi aussi, j'étais plutôt, je me disais, ah, c'est dommage qu'il s'arrête si vite, en fait. C'est dommage qu'il ne parle pas effectivement de ses engagements, de sa vie d'après. Mais, mais non, là, vraiment, son projet dans ce livre-là était de s'intéresser à ces périodes-là de sa vie, qui sont quand même des périodes importantes dans la constitution d'un individu. Et c'est une démarche qui a quelque chose d'analytique, en fait. Hein. Mais c'était ça répondait à ce besoin-là, ce besoin de se pencher sur ces périodes-là, sur sa relation avec sa mère, comme tu l'as dit. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il s'est intéressé à ça. Alors oui, voilà, est-ce qu'il y aurait eu une suite je suis bien en peine de le dire. Je dirais il se serait probablement pas arrêté là. Il aurait continué à écrire, mais je ne sais pas ce qu'il aurait écrit. Alors, à propos de sa maman, c'est quand même une chose qui est assez frappante dans le livre. Tous les moments de pur bonheur qu'il connaît, ce sont des moments quand il est finalement éloigné d'elle. Donc, à l'exception de l'orphelinat, il y a ce moment où il est chez ses fermiers à Bertry. Il y a le moment où il est à la Villa Johanna. Il y a le moment où il est à Paris. Et puis, chaque fois, il doit rentrer chez lui. Mais il dit quand même cette chose à la fin du livre. Il dit que sa mère faisait beaucoup de blagues, en fait, qui racontait beaucoup de blagues. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a l'air comme ça tragique, et on sent à quel point ça pouvait être, il le dit évidemment, la culpabilité qui pesait sur ses épaules d'être comme ça le dernier-né de sa maman, et voilà, de devoir lui plaire et remplacer peut-être son père absent, mais à la fois, il la présente comme quelqu'un qui pouvait être drôle à l'occasion. Est-ce que ce personnage finalement de Fradla, il est conforme bon, toi, je sais que tu ne l'as pas connu, mais est-ce que est-ce qu'elle était ce personnage tragique, ou elle avait des côtés qui étaient plus légers? Bah, effectivement, moi, je ne l'ai pas connu, Fradla. Mais je pense que oui, que cet humour qu'il lui attribue est tout à fait véridique, effectivement, parce que ça nous a été confirmé, notamment par notre maman qui l'a connu. Mais sinon, oui, je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est que ce livre est un peu conçu aussi comme un hommage à sa mère. Parce que justement, comme tu l'as dit, sa relation avec sa mère était là aussi très difficile, très compliquée, euh, composée à la fois de culpabilité, de honte, parce que de temps en parce que ce personnage qui est tellement envahissant lui fait aussi honte. Cette mère qui ne parle pas le français, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, c'est lui qui doit traduire
qui doit lui traduire en yiddish les documents qu'il reçoit de l'administration. Et pour un enfant, pour un petit enfant, c'est pas facile. Mais d'un autre côté, et puis alors, à côté de ça aussi, cette mère qui est tellement sévère, qui nourrit pour lui un amour tellement envahissant qu'il en devient beaucoup trop lourd à porter. Et donc, tout ça va occasionner chez lui, enfin, va nourrir chez lui une culpabilité par rapport à sa mère, qui est quand même une personne qu'il aime énormément. Il le dit d'ailleurs dans son livre, que quand elle est morte, il était complètement dévasté. Ça a été très, très, très douloureux pour lui. Et sans doute d'autant plus que peut-être que de son vivant, il n'avait peut-être pas pu lui témoigner tout l'amour qu'il lui portait. Et qu'il avait pu justement nourrir ces sentiments d'embarras, de trop-plein par rapport à cet amour dévorant. La difficulté qu'il avait eu à vivre avec cet amour dévorant, la difficulté en fait qu'il avait eu finalement à trouver sa place. Et donc, comme tu dis, les moments où il est loin, les moments où il est à la Villa Johanna, les moments où il fait le pitre dans le quartier, tous ces moments de liberté sont très précieux pour lui. Mais effectivement, je pense que encore une fois, c'est un personnage, le personnage de ma grand-mère était beaucoup plus que ça. Ce n'était pas qu'une mère juive à l'amour dévorant qui pouvait être qui pouvait rendre la vie de son fils, de ses fils difficile, mais c'était aussi une femme très forte. Et ça aussi, il le montre bien. Il montre bien comment pendant la guerre, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, elle s'est décarcassée pour traverser ça, pour faire vivre sa famille, pour faire vivre ses enfants. C'était une femme très forte et effectivement qui était aussi bonne vivante, mais qui a dû, après la guerre, vivre seule avec 2 enfants. Et le poids de tout ce que la guerre avait engendré. Alors, je vois que des questions sont apparues, et notamment des questions sur la maman de Foulek. Je vais céder la parole à Dominique pour poser les questions. Oui, effectivement, il y a une première question qui continue ce que tu es en train de dire, Sabine, puisque la question de Marc que Marc pose, c'est de quoi vivait la maman de Foulek pendant la guerre et comment avait-elle trouvé le chemin pour placer ses enfants? Bonjour, merci. Alors, pendant la guerre, elle allait visiblement, en tout cas pendant un certain temps, elle allait vendre des vêtements, elle partait avec des valises et elle allait vendre des vêtements, notamment dans les cours d'usine. C'est ce qui lui rapportait quelques économies. Mais pour le reste, elle a dû se cacher une grande partie de la guerre et elle a, je pense, bénéficié aussi de la bienveillance de certains et de certaines de ses voisins et voisines, notamment un des personnages qu'elle décrit, que mon père décrit dans son livre sous le nom d'Yvonne, mais qui était une voisine de sa mère et qui l'a beaucoup aidée, qui l'a aidée notamment à se cacher, qui la prévenait quand les Allemands étaient passés devant l'île, enfin, étaient passés la chercher et qu'elle n'était heureusement pas là. Mais donc, elle a comme ça pu bénéficier d'un petit réseau de personnes bien intentionnées qui l'ont aidée. Et alors, le chemin des endroits où il s'est caché, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à dire. Alors, je pense que ça s'est passé aussi, c'était du bouche à oreille. La ferme où mon père a été caché à Bertry, qui était très loin, et c'est pour ça qu'il était loin de Liège, et c'est pour ça que sa mère est venue le chercher, parce qu'elle avait trop peur de faire ses voyages entre Liège et Bertry, c'était trop dangereux, et donc elle a rapatrié mon père, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'orphelinat catholique. Mais je vous avoue que je ne sais plus exactement quels étaient les liens directs avec cet orphelinat-là. Le frère de mon père y était déjà caché, c'est pour ça que mon père l'a rejoint. Mais je ne sais plus exactement quels étaient les liens avec cet orphelinat. En tout cas, ce que dit mon père dans son livre, c'est que l'évêque de Liège avait demandé notamment aux couvents et aux colonies
oui, au couvent et aux colonies catholiques, de prendre des enfants juifs et de les cacher. Oui, effectivement. Alors, il y a encore deux autres questions. Une question de Bérénice. Est-ce que les nouvelles de Foulek sont réunies dans un ouvrage et comment est-ce qu'on peut se les procurer? Et puis, une deuxième question. Est-ce que ton père a eu des relations avec les frères Dardenne ou est-ce qu'il a fait des commentaires sur l'univers des frères Dardenne? Alors, première question. Bonjour Bérénice. Oui, en fait, non, enfin, pardon. Donc, il existe effectivement, enfin, ou plutôt non, je vais dire ça autrement. Toutes ces nouvelles et tous ces textes qu'il a publiés, qui ont été publiés donc dans différentes revues et journaux, eh bien, on aimerait bien justement maintenant voir quelle vie leur donner. Donc, on est en train de réfléchir à ça. C'est une très bonne question que tu poses et je te tiendrai au courant. Mais on aimerait bien, oui, parce qu'il y a vraiment des... Il a beaucoup écrit, hein, comme je vous le disais. Il s'est surtout beaucoup amusé. Il y a beaucoup de textes très drôles sur la justice. Il a écrit sous toutes sortes de pseudonymes, puisque à l'époque, il ne pouvait pas écrire, surtout quand il est devenu magistrat, il ne pouvait pas écrire sous son vrai nom. Et donc, il y a des textes et on aimerait bien, oui, pouvoir les publier d'une manière ou d'une autre. On est en train de réfléchir à tout ça. Et alors, pour les frères Dardenne, mais je pense qu'ils se sont connus, enfin, ils ont dû... mais vous voulez dire sur Liège sur Liège ou bien... La question est posée vraiment telle que je te l'ai posée. Donc, je ne peux pas te dire exactement. Mais là, je vois qu'il y a une autre question qui arrive. Bah, en fait, non. Pas, je ne me souviens pas spécialement. Je crois qu'ils ont dû se rencontrer, hein, mais j'ai pas d'autres souvenirs que ça par rapport aux frères Dardenne. Aucun Enfin, en commentaire lien avec mon père, particulier. quoi. Oui, oui. Non, j'ai pas de souvenirs. Et alors, la question qui vient d'arriver, ce n'est pas vraiment une question, c'est un encouragement de la part de Bérénice qui vous pousse à travailler pour recueillir les nouvelles. Donc, effectivement, ce sera quelque chose qu'on suivra aussi à l'UPJB. Donc, si tu peux nous prévenir. Voilà. Mais oui. C'est les seules questions qu'il y a eu, parce qu'on a pris aussi beaucoup de plaisir à simplement écouter votre conversation, à Judith et à toi. Et donc, c'était les quelques questions qui étaient posées. Ok. Merci. Merci. On peut peut-être conclure. J'aurais voulu quand même dire un mot. Donc, les dernières parties du livre sont très philosophiques. Il y a une partie qui concerne le sionisme, il y en a une qui concerne la différence entre judaïsme et judéité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse tout le livre. Et je me demandais, finalement, j'ai retrouvé chez Foulek un truc qu'on a dans la maison à l'UPJB, c'est qu'on dit qu'on est juif comme bon nous semble. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Oui, je pense bien, oui. Je pense que ça recouvre un petit peu cette idée d'être juif, de séparer peut-être l'identité. Enfin, en même temps, l'identité repose sur toutes sortes d'éléments, bien sûr. Elle est construite, elle se construit. Mais oui, je pense qu'il y avait cette idée que la culture, la connaissance des textes, la pratique, les traditions ne sont absolument pas nécessaires pour se sentir juif, pas du tout. D'ailleurs, c'était absolument pas son cas. Et c'est bien ce qu'il explique quand il fait la différence entre judéité et judaïsme. Sabine, je te remercie. Mais merci à toi, merci à tout le monde. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il n'y a plus de questions, mais si, il y a une question qui apparaît maintenant. Oui, alors il y a une question qui apparaît maintenant. Je vais vite voir ce que c'est. Oui. C'est des remerciements, en fait, qui viennent d'apparaître dans les questions et réponses. Je vais en profiter, effectivement, pour donner un petit coup d'œil au programme de l'UPJB. La semaine prochaine, on va
parler des travailleuses des titres-services pendant le Covid, conditions de travail et lutte syndicale. Dimanche 2 mai, on aura la projection du film de Martha Bergman, Seule à mon mariage. On peut suivre une conversation de Martha et de Lucie Groman pour le moment sur le site de l'UPJB et voir le film, mais uniquement à 18h. Donc, il faut se brancher sur le site de l'UPJB ou on recevra un mail. Et on pourra avoir le plaisir de voir ou de revoir le film de Martha Bergman, Seule à mon mariage. Mais je voulais aussi te remercier Judith et remercier Sabine pour ce moment passé ensemble. Je voulais vous montrer la très belle couverture du livre. Il doit être à l'envers. Donc, Boule de Juif, c'est paru aux éditions Genèse. Tu veux ajouter quelque chose, Sabine? Ben non, mais j'en profite pour vous remercier aussi et remercier Dominique et Antonin pour l'organisation et toi, Judith, pour cette très belle préparation quand même et cette très belle lecture très attentive du livre. Voilà. Eh bien, voilà, merci à tous. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.